Donc, je vais devoir travailler un peu à l'emporte-pièce pour essayer que ceux qui doivent absolument être partis à 4 heures aient quand même la conclusion. La première, je remercie tous les intervenants puisqu'on était plus dans une logique de remarques constructives pour essayer de progresser, ce qui est toujours important. On n'a pas eu la déformation de certains professeurs qui disent « mais vous auriez pu faire autre chose ». Je voudrais situer, ce que je vais dire, c'est plus, je dirais, des convictions enracinées dans une espèce d'empirie raisonnée à partir de recherches. Je me situe surtout dans, je dirais, dans les inégalités culturelles, pour parler de la logique de votre système d'enseignement, moyenne et grande section maternelle, CP et CE1, dans lequel, me semble, se joue l'essentiel du départ des trajectoires scolaires et du retard scolaire. Alors, je reviens à ce que M. Coulangeron disait tantôt. La question qu'on nous posait politiquement, c'était une recherche qui était commandée politique, c'est comment font les classes populaires avec le handicap culturel? La première chose que nous avons traitée, c'est de dire nous devons changer la question. La question n'est pas celle-là. La question est quels sont les écarts, des différences entre les différentes cultures des différentes fractions de groupe et d'autre part les exigences de la culture scolaire lorsque les enfants entrent en école maternelle. Et le travail de l'école est souvent, pour une partie d'entre eux, de transformer ces inégalités, ces différences en inégalités au travers des verdicts scolaires. Nous avons essayé, en fait, le travail de thèse a essayé de montrer qu'on entrait dans une logique de système qui pouvait produire des inégalités. Alors, ma première remarque sera que il me semble qu'il y a quand même une différence de nature, bon, je n'ignore pas les changements, entre les inégalités économiques et les inégalités scolaires et culturelles. Il me semble que les inégalités économiques, on ne sait pas, étant donné la globalisation, éviter de dire que les écarts de compétitivité, les écarts de coûts, etc., et les stratégies des firmes conduisent à ce que le statut salarial et le statut de travailleur dépendent en partie réelle de la compétitivité internationale des différentes économies selon leurs forces actuelles. Tandis qu'il me semble, et pour moi c'est quand même quelque chose de très important, que les inégalités scolaires, surtout au niveau de l'enseignement fondamental, les maternelles et l'école primaire, cours élémentaire, cycle 2 et cycle 3 du cours fondamental, restent gérables au niveau des espaces nationaux ou au niveau, si je prends la Belgique, des espaces des entités fédérées. Et il me semble que cela impose quand même une espèce de logique de travail que je tirerai à la fois des recherches, mais que je transpose avec beaucoup de discussions sur le plan politique. Si on ne parvient pas entre les différents acteurs, donc je vais depuis le politique en passant par les syndicats, n'oublions pas qu'en Belgique, ce n'est pas la même chose dans l'enseignement chez vous. En Belgique, on est encore globalement dans des taux de syndicalisation entre 60 et 65%. En France, vous êtes à 7-8%, sauf dans certains secteurs comme l'enseignement et la fonction publique. Et donc, le syndicalisme enseignant en Belgique pèse beaucoup sur une partie de la politique d'enseignement. Les associations de parents aussi, évidemment les élèves, et puis les enseignants en tant qu'individus ou pour ceux qui le sont dans des associations pédagogiques de réflexion. Mais il me semble que si on ne parvient pas à tracer à un moment donné, d'abord chacun doit balayer devant sa propre porte. La stratégie habituelle, c'est la faute de l'autre. En fait, il faut chacun balayer devant sa propre porte et tenter de se mettre d'accord sur un pacte en ayant d'abord en tête la diminution des inégalités, ce qui est déjà en soi un défi. Or, que se passe-t-il, me semble-t-il? C'est ce que j'ai appelé, nous devons tenter de sortir de la triple peine que créent les inégalités scolaires, notamment en termes de retard scolaire. La première peine, c'est une pénalisation en temps de retard qui est mesurée par le retard scolaire. La deuxième peine,
c'est une moindre, voire une non-maîtrise des apprentissages fondamentaux en lecture, en calcul, etc. Il y a par exemple pas mal d'enfants qui quittent l'école élémentaire ou l'école primaire en pouvant lire les mots, mais ne parviennent pas à comprendre le sens de la globalité d'une phrase un peu longue. La même chose dans la compréhension des erreurs de raisonnement que l'on peut faire dans l'apprentissage des calculs de base en mathématiques. Par exemple, la différence entre leur apprendre comment on peut calculer en base 10 ou en base 8 permet d'avancer dans la compréhension de notre mécanisme de report de l'unité vers la dizaine, etc. Et donc, si on ne leur apprend pas ça, ils se trouvent à un moment donné à ne pas pouvoir maîtriser les opérations de base. Or, il me semble que l'enjeu premier du travail, et la troisième peine, c'est que cette accumulation de retard et de non-maîtrise des apprentissages fondamentaux va se répercuter sur l'ensemble de la trajectoire scolaire de deux manières. Dans une manière d'orientation vers les sections les plus qui vont reléguer le plus les jeunes, notamment à la fin du secondaire. Je ne vous cite que deux chiffres. Selon les statistiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour les jeunes de 18-24 ans, il y avait en moyenne en 2017 10% et demi qui quittaient l'enseignement secondaire sans avoir de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Et pour certains, sans avoir de diplôme de à peu près de la milieu de la quatrième année de l'enseignement secondaire inférieur. Mais cela se répartissait de manière très différente selon les sections. Pour les élèves qui étaient en enseignement général, il y en avait 4,5% qui quittaient l'enseignement en n'ayant pas de diplôme d'enseignement supérieur, tandis que pour les élèves de l'enseignement professionnel, il y en avait en 2017 ou 2016, je n'ai plus la date exacte en tête, 21%. Et donc, on voit bien que, et cela est en partie lié au manque de maîtrise des apprentissages de base qui se sont mis en route dès la fin du maternel et dès les 3 premières années d'école primaire, ce qui correspond chez vous au CP, au CE1 et au CE2, si j'ai bien retenu ma leçon. Et donc, que peut-on, il me semble que l'enjeu crucial de la lutte contre les inégalités est véritablement d'essayer de faire, il faudrait reconnaître que l'inégalité et la différence de culture transformée en inégalité entre les exigences de la culture scolaire et du savoir que l'on doit maîtriser pour pouvoir, je dirais, progresser dans les connaissances qui sont nécessaires dans la société, devrait être utilisée, si possible en le diminuant, pour assurer absolument ces apprentissages fondamentaux. Et donc, la première priorité doit être d'agir sur les maternelles et sur les 3 premières années de l'école primaire. Pour ça, il me semble qu'il faut avoir un pacte de long terme et qu'il faut avoir un engagement de tous les acteurs. Je me rappelle, et je cite simplement ça, il y a eu beaucoup d'expériences, mais j'ai vu dernièrement une expérience en France qui s'appelle l'école de la réconciliation, où le professeur à Drancy, qui est le professeur de terminale en sciences économiques et sociales, au lycée Eugène Delacroix à Drancy, il vient de publier un livre, il y a une émission qui existe en podcast sur la RTBF en Belgique, c'est Jérôme Fontagneux, l'école de la réconciliation. La première chose qu'il fait, quand il démarre la classe au lycée Drancy, en terminale, bon, bien sûr, il y a déjà une sélection, puisqu'on est devant des élèves qui ont atteint la terminale. Il réunit tous les parents et il va voir tous les parents avant la rentrée. Il les convoque ensuite à une réunion et pendant toute l'année, il informe les parents et les élèves de leur réussite en étant, donc il mêle exigence, rigueur et bienveillance. Et cela fait que l'objectif a été atteint, que depuis 6-7 ans, il parvient à faire réussir le bac à tous ses élèves. Dans ma prime jeunesse, j'avais aussi travaillé sur un livre dont Eric vient me dire qu'il vient être publié, Lettre à une maîtresse d'école, les enfants de Barbiana, qui montrait comment des enfants de milieux défavorisés, encadrés par des
par des enseignants ou des militants engagés sur le plan scolaire et culturel, travailler d'arrache-pied pour récupérer les acquis qu'ils n'avaient pas pu obtenir à l'intérieur de l'école. C'était une espèce de préfiguration de ce qui est devenu par la suite ce qu'on a appelé les écoles de devoir. Un troisième enjeu crucial sur lequel je voulais attirer votre attention et que j'ai surtout pu approcher en travaillant dans une équipe interdisciplinaire avec des psychologues sociaux, c'est l'enjeu qu'il y a dans les représentations et les perceptions subjectives des élèves, des parents et des enseignants à qui attribuer la responsabilité de l'échec ou de la réussite. Ce que les psychologues, et notamment beaucoup de psychologues, mais je pense en France à l'équipe de Clermont-Ferrand, mesdames Tozek et Martineau dans le défi éducatif, ou en Belgique, l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, Ginette Herman, David Bourguignon et moi-même, où nous avons travaillé sur les conséquences en termes de représentation négative ou positive de sa situation sur les travailleurs sans emploi au chômage, qui reçoivent souvent des stéréotypes négatifs de stigmatisation, ce qui leur crée une identité négative, sauf s'ils participent à des groupes de travailleurs sans emploi dans lesquels ils essaient de se forger non pas une idée de chômeur, mais de travailleurs sans emploi, en partie à cause d'eux, mais en partie aussi à cause du système social. Et donc, en fait, il semble que dans les études qui ont été faites, il y a deux pôles. Il y a une attribution interne. Pour le dire platement, le pôle de l'attribution interne, c'est l'échec ou la réussite, surtout l'échec, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Et donc, je l'attribue à moi-même, ou bien l'autre pôle, c'est la faute des mauvais profs, c'est la faute des systèmes, ce qui est une attribution externe totale. Or, il semble que la position des personnes qui s'en sortent, des individus qui s'en sortent, c'est lorsqu'ils se situent de manière assez lucide dans un partage de l'attribution interne. Ils voient à la fois clair sur leurs propres capacités et sur ce qu'ils devraient faire pour les améliorer. Et en même temps, ils acceptent d'aller rechercher de l'aide extérieure et d'utiliser au maximum tous les outils externes auxquels ils sont amenés, soit par un conseil d'enseignants, soit par leur groupe de référence d'élèves, où certains sont déjà, par exemple, dans des écoles de droit. Et j'ai pu travailler sous forme qualitative sur des trajectoires étonnantes de jeunes qui étaient issus de milieux immigrés dans la région de Bruxelles et qui avaient fréquenté des écoles de droit. Et alors, on voit que c'est grâce à des interactions positives avec certains enseignants ou avec certains condisciples qu'ils se sont à un moment donné accrochés aux écoles de droit. Alors, dans ces écoles de droit, on leur disait, on ne va pas faire à ta place, on va t'apprendre comment faire faire. Alors, la question qui se pose, c'est que quand on observe les familles c'était une analyse de 2-3 cas, hein, donc ce n'est pas une grande recherche, plus une analyse de cas pour essayer de voir clair, que les frères et les sœurs n'ont pas nécessairement la même type de réussite. C'est une réussite exceptionnelle dans la famille. Et alors la question se pose, mais comment se fait-il que dans la même famille, certains réussissent et d'autres pas, alors qu'ils sont grosso modo dans les mêmes conditions? Alors on a pu examiner ce qui pouvait se passer dans les familles, mais en fin de compte, on est arrivé à une espèce de question que je vous livre, qui est de dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ces 2 ou 3 cas que nous avons analysés, ces jeunes ont à un moment donné adhéré non seulement aux écoles de devoir, mais ont modifié leur comportement. Ils ont par exemple adopté une gestion ascétique du temps en faveur de l'investissement scolaire et dans les remédiations de l'école de devoir, au détriment des plaisirs de la vie étudiante. Donc se pose la question que posait déjà Pascal, c'est agenouillez-vous, priez et vous croirez. Ou bien est-ce qu'il faut d'abord croire en l'école
pour parvenir à s'investir dans du temps ascétique qui demande beaucoup de temps. Et notre hypothèse que nous avons faite, c'est à cause de la relation aux autres et de l'accrochage à des personnes que les autres membres de la famille n'ont peut-être pas eu, que le déclic a peut-être pu se faire. Et donc, ce serait au travers d'une étude du groupe d'appartenance, du groupe de référence et du système de relations plus individualisé qu'on pourrait peut-être trouver un chemin sur ce qui fait à un moment donné ce déclic qui leur procure une volonté tout à fait étonnante de tenir le coup parce qu'ils connaissent les échecs, certains échecs, mais ils se disent, ben, je dois seulement réinvestir et seulement trouver des nouvelles aides pour surmonter l'obstacle devant, alors que d'autres lâchent beaucoup plus vite. Et donc, il y en a une espèce de pari, d'aporie qu'il faudrait parvenir à creuser. J'ai encore un peu de temps. 16h05. Et 16h05. Alors j'arrête. Et je vous remercie tout plein. Voilà.